Le cercle RH, notre débat quotidien. On parle aujourd'hui de salariés, mais pas n'importe quel salarié. D'ailleurs, il y a un vrai débat sur l'intitulé du mot salarié. On va parler des détenus qui sont salariés, qui travaillent dans des ateliers. On va parler de ce cas particulier du salariat parce que c'est un peu la zone grise du droit français, c'est-à-dire qu'ils travaillent, mais alors la loi a évolué, mais pendant très longtemps, ils n'avaient accès à pas grand-chose, ni au chômage, ni à la retraite, mais produisaient un travail souvent assez mal rémunéré. Alors c'est la clé de la réinsertion, c'est ce qu'on nous dit, mais en même temps, ces ateliers diminuent et le nombre de places offertes aux détenus pour travailler, c'est réduite. C'est un paradoxe, même si le garde des Sceaux, M. Dupond-Moretti, a évoqué, et notamment à travers une loi de mai dernier, l'hypothèse de pouvoir accélérer et offrir plus de droits à ces détenus. On fait le point. Alors vous allez nous dire, vous qui suivez l'émission, mais on a déjà parlé, mais nous on aime suivre les dossiers, de voir comment ils évoluent. Pierre Guillet, merci d'être avec nous, président d'Esion, qui est votre entreprise, président Île-de-France Ouest des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, et vous nous parlerez, parce que ça a été très médiatisé, de ce que vous avez fait en direction de détenus avec lesquels vous avez noué une véritable relation, j'allais presque d'amitié, de complicité, vous les avez sortis de l'ornière. Il y a Jésus, il y a Dany, ils sont toujours avec vous. Toujours. Ils sont toujours là, fidèles au poste, c'est le cas de le dire. On en parlera avec vous dans quelques instants, puis vous nous parlerez aussi de la complexité quand même d'être chef d'entreprise et d'avoir des collaborateurs. Vous dites collaborateurs, vous dites quoi? C'est pas des salariés, c'est des collaborateurs. C'est ça. C'est encore mieux. C'est mieux, c'est plus engageant. Oui. Avec nous, Alexandre Duval-Stala, bonjour, maître, avocat, professeur à Sciences Po, membre de la CNCDH, donc la Commission nationale consultatif des droits de l'homme. On oublie toujours le consultatif des droits de l'homme, président fondateur de l'association Lire pour en sortir. Vous êtes toujours engagé dans cette association dont vous nous avez parlé il y a presque un an. Toujours, tout à fait. Nous continuons et nous avons l'ambition de doubler en fait à la fois le nombre d'établissements dans lesquels nous intervenons et aussi le nombre de bénévoles qui interviennent d'ici 2024. C'est un peu nos JO à nous. Vos JO à vous. Là, les JO d'hiver, ce sera à Pékin, on est d'accord? C'était votre punchline du jour, en fait, ça, Alexandre. Non, c'est sorti comme ça. C'est sorti comme ça. C'est ça, les avocats, vous savez, ça sort. Ça sort comme ça. C'est le sophisme. Voilà. D'abord, je vais vous poser une question avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le statut de ces salariés qui n'en sont pas tout à fait, leur évolution. D'abord, vous deux, Pierre Guillet, Alexandre Duval-Stala, pourquoi vous êtes engagés aussi profondément dans ce combat? J'utilise le mot combat parce que c'est un vrai combat. Pierre Guillet, pourquoi l'homme, Pierre Guillet, je ne parle même pas du chef d'entreprise, pourquoi vous consacrez autant de temps de votre vie à cette question? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, moi je fais partie des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, donc l'homme m'intéresse au plus haut point et pour moi, le détenu, c'est mon prochain, comme n'importe quel autre collaborateur. Et donc j'ai une entreprise qui est à quelques kilomètres de la prison de Poissy. Et donc, je me suis naturellement intéressé à des personnes auxquelles peu d'entrepreneurs s'intéressent. Mais vous ne me dites pas pourquoi? Qu'est-ce qui fait que il y a des gens qui s'engagent dans l'association sportive, dans un club de bridge, je sais pas, sans parler de caritatif, vous avez décidé de vous engager sur ce sujet. Alors évidemment, il y a vos engagements chrétiens, mais c'est quand même un engagement profond. Oui, profond. Le fait déclencheur, ça a été un ami qui m'en a parlé. Je n'avais pas prémédité ce projet. Et puis petit à petit, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Parce qu'en fait, il y a peu d'entreprises qui s'y intéressent déjà. Donc, je trouvais intéressant de creuser ce sujet. Et puis, progressivement, la chose est devenue légitime dans l'entreprise en parlant avec mes collaborateurs. Donc, pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai trouvé que c'était bien. Que ça permettait de redonner une dignité à ces gens. Et en même temps, il y a une vraie raison économique, c'est qu'on leur donne un travail qui sert. Les produits sont vendus derrière, tout ce qu'ils fabriquent. Ce sont des composants qui servent en fait à fabriquer des systèmes de sécurité dans les parkings, notamment. D'accord. Et donc, il y a une vraie utilité. Les produits qu'on leur confie sont complets. Et donc, progressivement, j'ai compris que ça les changeait, ça les faisait retrouver une dignité et on créait du lien avec eux, aussi bien pour moi, qui les vois de temps en temps, mais aussi pour tous les autres collaborateurs de l'entreprise qui les ont considérés comme faisant partie
des salariés de l'entreprise. Ouais, j'ai bien retenu qu'au début de l'émission, vous les appeliez collaborateurs. Mais ce n'est pas un mot creux pour vous. Hein. Non. Ça a du sens. Et eux-mêmes, d'ailleurs, se sentent, on y reviendra sur leur profil, se sentent de plus en plus collaborateurs. Parce que ça n'a pas été le cas au début, hein, ça n'a pas été simple. Tout à fait. Votre engagement, parce que sur ces sujets aussi sensibles, où une société souvent très majoritaire fait en sorte de tourner la tête quand on passe devant une prison et considère que ces femmes et hommes resteront toute leur vie derrière les barreaux, ce qui n'est pas le cas, puisqu'ils vont purger une peine et sortiront ensuite. Et bien, il y a des femmes, des hommes comme vous qui s'engagent. Quel est le moteur de votre engagement ? Je pense qu'il y a différentes manières de faire de la politique. Il y en a qui s'engagent dans les élections, puis il y en a qui font des choses concrètes. Et moi, j'ai toujours pensé que les associations faisaient de manière beaucoup plus concrète changer les choses que être député. Par exemple, je pense que si j'avais été député, je n'aurais pas fait tout ce que j'ai fait avec Claire pour en sortir. Vous pensez ? Ah ouais, je pense que j'aurais été sur différents sujets, que j'aurais voté des lois, que j'aurais fait un certain nombre de choses, mais que je n'aurais pas pu porter sur du long terme un projet. Moi, j'ai connu 6 ou 7 directeurs d'administration pénitentiaire, ouais. Autant de ministres de la Justice, autant de conseillers dans les cabinets ministériels. Et moi, je n'ai commencé qu'en juillet 2014, c'est-à-dire depuis 7 ans. J'ai connu 6 ministres. C'est vrai. Ce qui montre bien qu'en fait, pour faire des choses sur du long terme, en fait, la politique a cette difficulté, c'est qu'elle est très temporaire. Les temps de mandat ou les temps d'administration. C'est des cours CDD pour parler emploi. C'est des cours CDD. Et même l'administration, les chefs d'administration restent, et même les fonctionnaires de manière générale, restent entre 2 et 3 ans. Et c'est d'ailleurs un vrai souci parce que c'est une rotation en fait des effectifs qui ne permettent pas de porter des politiques publiques sur du long terme. Et d'ailleurs, tous les grands chefs d'administration que vous pourriez demander, depuis les préfets jusqu'au directeur d'administration, vous diront que c'est un vrai sujet, ça. Parce que ça modifie finalement les stratégies, la manière dont on aborde les sujets. Voilà. C'est parce que et vous êtes inamovible. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais en fait, c'est extrêmement pratique. Et si vous avez des collaborateurs qui changent tous les 2 ans, si dans nos entreprises, moi j'ai un cabinet d'avocats, on devait changer tous les 2 ans nos collaborateurs, ce sera un vrai sujet et un vrai problème. Non mais excusez-moi d'être aussi abrupt, Alexandre Dubab-Salah, mais vous auriez pu être un champion de golf. Vous auriez pu vous éclater dans la voile. Alors comme Churchill, no sport. No sport et cigare par ailleurs. Voilà. Mais par ailleurs. Non mais vous voyez ce que je veux dire. Je rejoins un peu l'engagement. Moi, j'étais engagé d'abord au Secours catholique. J'ai eu la chance d'être dans une famille qui s'est toujours engagée. D'abord dans la résistance, puis ensuite j'avais un grand-oncle qui a fondé un lycée professionnel dans les Alpes pour justement. Donc c'est l'ADN. J'ai pas beaucoup de mérite. Hein. C'est ma famille qui m'a porté dans cette aventure-là. Je vous pose la question à vous, le juriste. Depuis cette loi de mai 2021, est-ce que les choses ont vraiment changé ? Parce que c'est vrai qu'on a vu des reportages, c'est LCI notamment, mais pas que cette chaîne d'ailleurs, avait pointé du doigt d'abord la faiblesse des rémunérations et le fait que ces détenus n'étaient pas véritablement des salariés à part entière. Est-ce qu'aujourd'hui, après, on s'était vu il y a 8 mois, est-ce qu'aujourd'hui vous dites on a fait un pas incroyable puisque ces détenus peuvent bénéficier du droit au chômage, à la retraite, comme un salarié, je dirais, hors les murs, hors les barreaux. En fait, c'est une politique des petits pas. Il ne faut pas penser qu'on a des grands changements, des grands soirs tous les jours. Ce n'est pas vrai. Cette loi est une étape dont certains considéraient qu'elle n'était pas suffisante, d'autres, voilà. Vous la trouviez suffisante moi, je pense que c'est dans le bon sens. Bien évidemment, j'aurais préféré plus. J'aurais préféré un statut de salarié, j'aurais préféré des droits beaucoup plus importants. Mais déjà, on avance. Et au fur et à mesure, en fait, qu'on pousse ces sujets-là, on avance. Et je pense que, en tout cas sur le long terme, c'est ma conviction, on ira vers plus de protection. Ce qu'il faut bien comprendre... Ils ont droit à quoi, là, aujourd'hui, concrètement ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on fait l'inverse de ce qu'il faudrait. Ah, d'accord. Donc, il faudrait de l'école, il faudrait de l'éducation, il faudrait de la culture et il faudrait de l'emploi. Et aujourd'hui, ce qu'on fait... Il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins parce que c'est de plus en plus compliqué. Des entreprises comme Monsieur sont quand même extrêmement méritantes parce qu'en fait, c'est compliqué d'aller en prison. C'est pas du tout les mêmes temps de travail, c'est plus cher, c'est un vrai engagement. Puis vous rentrez pas dans la prison en poussant la porte en disant les gars, on fait les pièces. Hein, c'est un peu plus compliqué. Avant d'arriver à la pièce où il y a l'atelier de travail, c'est une demi-heure pour passer les sas. Mais je pense que quand on mettra les choses à l'endroit, c'est-à-dire quand on mettra au cœur de la réinsertion des personnes détenues,
le travail, l'éducation, la culture, on aura fait le bon choix et non pas de les enfermer, de surtout leur rien donner, de penser qu'ils sont dans des prisons dorées, c'est pas le cas. Et qu'ils vont s'en sortir. Il faut insérer, voilà, c'est ça. Surtout que la plupart, c'est 70% des personnes qui sont en détention sont là pour des moins de 3 ans pour des faits de violence, de vol et ou de trafic. stupéfiants. Absolument. Voilà. Donc vraiment des incivilités qui sont le fait de problèmes à la fois éducatifs, sociaux, culturels. Bon. Et si on investissait, moi je suis persuadé que si on construisait des prisons différentes, c'est-à-dire si on mettait dans ces prisons-là des entreprises, de l'éducation, un écosystème, où on rentrerait en un quart d'heure et on sortirait en un quart d'heure, ça changerait tout. Et je pense qu'on aurait des taux de récidive beaucoup moindres qu'on a aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que quand même, évidemment, le taux d'échec, c'est 68%. Il est colossal. Si on avait au bac un taux d'échec de 68%, non seulement le ministre aurait changé depuis bien longtemps, mais surtout on aurait changé le système. Or, aujourd'hui, on reste avec un système qui crée en fait de la récidive. Alexandre, c'est intéressant parce que vous remettez, comme un certain nombre d'acteurs de ce sujet, en question même l'organisation de la prison. C'est-à-dire la façon dont elle est construite, la façon dont elle est structurée pour enfermer, qui est un débat philosophique. Pierre Guillet, vous confirmez que vous mettez un peu plus de temps à rentrer, je ne sais pas, à la maison d'arrêt de Poissy ou la centrale de Poissy que quand vous rentrez dans votre entreprise. Oui. Vous ne montrez pas de blanche, hein. Et pourtant on vous connaît dans la prison. Oui. On sait qui vous êtes. Quelle est votre structure philosophique sur cette question par rapport à ce qu'évoque Alexandre? Quand vous y êtes de plein pied en prison, il y a peu de gens qui sont entrés en prison, à part les journalistes, j'y suis entré plusieurs fois. C'est quand même un univers très particulier, la prison. Ces bruits de porte, ces bruits de clés, ou ces portes électroniques, ces matons, ces regards, ces cris qu'on entend parfois. C'est un lieu très particulier, la prison. C'est clair, c'est un lieu très particulier. Pour revenir sur le contrat. Le droit. Le droit. Bon, moi je ne suis pas juriste. Je pense que je suis chef d'entreprise. Donc aujourd'hui, je pense que moins on en a, mieux ça vaut. Il faut simplifier les codes, il faut simplifier les textes. Il faut faire des choses structurées, légères, qui définissent un cadre, mais pas plus. Puisqu'on est sur... Ouais. Vous, chef d'entreprise, bulletin de paie, pas bulletin de paie, comment on fait avec les salariés? Aujourd'hui, je n'ai pas de contrat avec le salarié, j'ai un contrat avec la maison centrale. Donc je n'ai pas de lien. Même de subordination d'ailleurs. Je n'ai pas de lien contractuel. Bah oui. On s'appelle collaborateur et je l'appelle collaborateur, il m'appelle patron, mais on n'a pas de lien. Votre patron, c'est la centrale de Poissy. Exactement. Ouais. Moi, j'ai un contrat de prestation de service avec la maison centrale qui, elle, a un accord avec le détenu. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose de créer ce lien tripartite entre les trois personnes physiques et morales. C'est bien. Pour faire un peu d'humour, Pierre, vous ne faites pas d'entretien annuel, puisque vous savez, il y a les entretiens annuels, il n'y a pas d'entretien annuel avec les collaborateurs détenus. Non, je veux dire, pour faire un bilan professionnel, pour lui dire, écoute, ça fait 1 an qu'on est ensemble, tu as bien bossé, tu n'as pas travaillé assez vite, tu n'étais pas dans les cadences. Là aussi, vision un peu française, c'est un sujet quand même. Annuel dans une entreprise, c'est toutes les semaines, c'est tous les mois qu'il faut faire. Oui, bien sûr. Si on a des rapports normaux avec ses collaborateurs, c'est pas au bout d'1 an déjà. On doit faire le point régulièrement et il n'y a pas besoin d'avoir un cadre pour nous obliger à le faire. Ça, c'est vrai. Donc ça, c'est un premier point. Après, sur les cotisations, c'est presque pas mon sujet parce que je dirais que c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. On commence à vouloir mettre en place tout un système avec plein d'avantages, mais déjà, il faudrait peut-être s'intéresser au fait qu'on donne envie aux entrepreneurs d'aller donner du travail à la base, et qu'on donne envie aux détenus de se réinsérer par le travail. Parce que moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de réinsertion et on parle beaucoup de réinsertion après la sortie de prison. Oui. Je pense que mais ça se passe dedans. C'est dedans. Oui. Il faut commencer dès le premier jour de l'incarcération à mettre les gens au travail. Ce qui n'est pas le cas. On va leur occuper les mains, mais on va aussi leur occuper l'esprit. Bien sûr. Et monsieur disait tout à l'heure, parlera peut-être tout à l'heure de la lecture, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment des gens qui méritent qu'on s'intéresse à leur situation. Sinon, on met tout sous cloche, on dit « je m'en occupe pas, l'État s'en occupe », et puis quand ils sortent, là, il nous explose le visage. Exactement, et ça coûte très très cher à la société, donc c'est pas la bonne solution. Aujourd'hui, je pense qu'il faut que l'État, au travers du ministère de la Justice, donne envie aux entrepreneurs de s'investir dans les prisons, et pour ça, il faut simplifier les choses. Ça passe aussi peut-être par la création, alors c'était presque une utopie, ce qu'évoquait Alexandre tout à l'heure, mais la création d'une véritable prison écosystème. Mais exactement. Un peu sur les modèles nordiques finalement, un peu sur ce modèle plus ouvert.
Et bien sûr. Mais on n'y va pas, là. Hein. On n'est pas du tout là-dessus. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce que vous le faites tous les jours dans votre émission, c'est que vous expliquez comment aujourd'hui on gère les relations sociales, les relations du travail, tout ça. C'est pour ça que j'ai amené l'entretien annuel. Et donc, je veux dire, si on appliquait les mêmes méthodes aux personnes détenues, parce qu'on a l'impression que les personnes détenues, c'est comme s'ils étaient en dehors de la société. Ah oui, mais elles travaillaient parfois avant. Hein. Généralement, le temps d'incarcération en France, c'est 8 mois. Donc c'est quelqu'un qui va passer en prison 8 mois. Donc c'est pas un déchet de la société, c'est pas un affreux Et de la passage. société. Et les gens qui sont à perpétuité, c'est 1% des gens qui sont en détention. Donc c'est vraiment pas ces sujets-là. Pour les gens qui sont condamnés à perpétuité, c'est d'autres sujets, c'est des longues peines, la question se pose pas puisqu'ils seront pas libérés avant 30 ou 40 ans. Mais en revanche, tous ceux qui passent que 8 mois en prison, qui sont des vraies ruptures, eh ben, eux, ils ont besoin effectivement de se dire, bah voilà, moi j'ai besoin d'un bilan de compétences, j'ai besoin qu'on puisse avoir qu'est-ce que vous répond le ministère ? Quelle formation je peux faire ? Qu'est-ce que vous répond le ministère ? C'est une question fondamentale que vous soulevez. C'est-à-dire leur donner les moyens. Parfois, ils rentrent en prison sans avoir jamais travaillé, en n'ayant fait que des larcins ou du trafic. Si l'entreprise rentre dans la prison, vous dites, c'est peut-être l'occasion de leur mettre le pied à l'étrier pour la première fois. C'est ça que vous dites. Je vais vous dire, il y a d'un côté le discours politique qui est de dire de manière non officielle, bah vous savez, c'est pas très vendeur dans l'opinion publique. Ah non. Donc on n'ose pas trop faire des choses. Et puis de manière officielle, c'est de dire de toute manière, ils méritent ce qu'ils ont. Donc c'est pour ça qu'il faut que ça soit encore beaucoup plus dur. On voit très bien que cette politique a échoué. Et de l'autre côté, vous avez l'administration, où vous avez à la fois des gens, notamment localement, qui sont extrêmement investis, qui se battent pour trouver des gens comme Pierre Guillet, qui sont vraiment très volontaires pour essayer de faire bouger, notamment des CEPIP, des SPIP. Et vous avez aussi, parce que je l'ai rencontré récemment, le directeur de l'administration, le nouveau directeur de l'administration pénitentiaire, mais son prédécesseur était pareil, qui sont extrêmement volontaires. Mais il y a effectivement aujourd'hui un blocage qui est le blocage politique. C'est que tant que nous ne ferons pas notre révolution culturelle sur la prison, qui est de dire ce sont des gens comme vous et moi qui vont passer 8 mois en détention, eh bien il faut faire en sorte que quand ils ressortent, ils aient les moyens d'avoir une autre vie que celle qui les a conduits en prison. Les politiques ne s'emparent pas de ce sujet de cette manière, en tout cas, et le traitent d'une manière très idéologique et électoralement. Et on est en plein dedans, évidemment, avec... Pendant encore 9 mois, on va supporter ça. Pierre Guillet, là, c'est un sujet fondamental. Ils sont à 780 €. Je crois que Dany est à 780. Jésus aussi. Alors, vos deux... J'ai le taux horaire en tête. J'ai pas le montant du salaire mensuel, tout simplement parce que le temps de travail hebdomadaire... C'est pas du tout le même. Varie toutes les semaines parce qu'ils viennent pas forcément ils viennent un peu quand ils veulent. Hein. Donc, et ils sont sollicités par l'administration pour répondre aussi à des études, à des questionnaires, etc. Donc en fait, on n'a pas 35 heures de travail par semaine. Faut savoir. Et puis vous pouvez pas leur passer un coup de fil pour lui dire, dites Dany, tu es où là concrètement? T'es pas à l'atelier. C'est pas possible, puisqu'il n'y a pas de lien de subordination. Non, mais il y a un côté positif là-dedans. C'est que en fait, comme on n'est pas tout le temps derrière eux, ils ont à résoudre les problèmes par eux-mêmes. C'est vrai. C'est pour ça que c'est bien quand ils sont deux. Quand les problèmes se posent, vous le ça leur permet de réfléchir. Et ça, c'est plutôt pas mal et ça les fait progresser. Sur le niveau d'études, on a ces chiffres qui sont assez intéressants et assez éloquents d'ailleurs. 5,4% de ceux qui étaient écroués au deuxième trimestre 2021, 5,4% avaient un niveau supérieur au bac. 8,7% ont le bac. Et 67%, donc la grande majorité, ont un niveau inférieur au bac. Il y a quand même... Et c'est le cas de vos collaborateurs, c'est des gens qui ont fait peu d'études, qui ont eu des vies cabossées, qui ont vécu dans les larcins, les cambriolages, le vol, dans un univers clos. Et si la prison était aussi un moyen de leur donner accès à des diplômes ? Alors, moi je dirais pas un diplôme, à l'apprentissage d'une compétence. Manuel, d'une compétence. Exactement. Mais oui. Quelle qu'elle soit, pas forcément sanctionnée par un diplôme, mais l'apprentissage d'un métier qui va leur redonner du sens et qui va leur permettre après de faire quelque chose de leur vie. Vous avez le chiffre de la centrale de Poissy, vous avez ces deux collaborateurs, Dany, Jésus. Il y a combien de détenus qui travaillent à Poissy ? Peu avec des entreprises. Il y en a qui travaillent pour le compte de la prison. Ouais. Donc ils s'occupent de la cuisine. Voilà, exactement. Voilà. Moi, je ne sais pas quelle est votre expérience de cela, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de tentatives de travaux de labeur. C'est-à-dire, on donnait aux détenus du travail répétitif. C'est le film américain, quoi. Les chaînes et on casse des cailloux. Ouais. Ok. Et je pense que c'est exactement l'inverse. Il faut élever le niveau de complexité pour les amener à réfléchir, pour les amener et les faire grandir. Faire un effort. Et même si les progrès sont lents,
tous les jours, il progresse un petit peu, tous les jours. Donc c'est pour ça il faut du dévouement, hein, Pierre Guillet. Enfin, je veux dire, c'est pour ça qu'il y a peu de gens qui se... Un petit peu quand même, hein. Ça revient à ma première question. Parce que c'est pas aussi simple, c'est-à-dire que vous pouvez accompagner des personnes détenues, mais ils sont tellement cabossés par la vie qu'il y a des risques que ça ne marche pas. C'est pas linéaire. Comme quand vous avez des gens qui sont peu formés dans les entreprises, ils respectent peut-être pas forcément toujours les heures de travail, c'est toujours compliqué. Donc c'est vrai que c'est des engagements qui sont assez forts. Oui. Pour rester sur le sujet du jour, parce que Dany et Jésus se sont intégrés à l'entreprise, même ils n'y viennent pas tout le temps, mais vous les tenez dans cette relation de confiance, et j'allais dire presque d'amitié, qui s'est nouée. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui pour aller plus loin? Vous dites, cette loi, elle est sympa, mais on peut aller plus loin. Droit chômage, droit retraite, accès ou pas lorsqu'ils travaillent? Moi, je pense qu'il faut repenser notre modèle carcéral pour les petites peines. C'est-à-dire les courtes peines de moins de 3 ans. Mais on les met avec tout le monde? Ouais, moi je suis pour les prisons où en fait il n'y a qu'une porte. C'est-à-dire parce que moi je suis persuadé que le type qui a volé un portable, s'il doit s'évader, il n'ira pas en cavale très très longtemps, il sera forcément repris. Donc la sécurité doit être pas la priorité dans ce modèle. Je ne parle pas encore des longues peines ou des c'est autre chose. Je parle vraiment des petites incivilités de ceux qui sont là pour un temps de... Une comparution directe, bim, il prend 8 mois, donc ça évidemment... bim, il prend 8 mois, il est tout de suite pris en charge par un conseiller emploi, par un éducateur. Ce qui n'existe pas. Qui n'existe pas, non. On est d'accord. Ça serait bien. Ça voudrait dire d'avoir des moyens supplémentaires, ça voudrait dire... Et une réflexion différente. Moi, par exemple, j'ai 200 bénévoles avec Lire pour en sortir, où on fait effectivement de la réinsertion par la lecture, on offre des livres, ils ont un programme personnalisé de lecture, on fait des rencontres culturelles. 200 bénévoles. Vous imaginez si l'État devait embaucher 200 personnes pour faire ce que nous faisons, l'État n'a plus les moyens de faire ça. Donc il n'y a que la société civile qui prend le relais, et donc vous imaginez bien que si nous devions faire ça de manière différente, il faudrait repenser en fait le rôle des uns et des autres. Donc peut-être moins de surveillants et plus d'éducateurs, plus de conseillers emploi. Et ça, moi, je suis persuadé surveiller que ça marcherait. et punir de Foucault. Enfin, il y a quand même ce rapport de l'idée que si on met plus d'éducatif, eh bien, il y a moins de répressif, quoi. La prison, c'est la variable d'ajustement des échecs des politiques publiques. Et donc, ça demande d'autant plus d'investissement que les politiques publiques ont échoué. Donc, ça demande effectivement d'avoir, par exemple, un conseiller emploi, pas pour 200 personnes, mais pour avoir 15 personnes, parce que ça nécessite effectivement un vrai travail particulier. Et ce qui ne se fait pas depuis 50 ans. C'est-à-dire que les détenus sortent comme ça, le visage au vent, avec leur petite sacoche et avec 20 euros en poche. Je suis optimiste parce que je pense que c'est désormais, je veux dire, encore une fois, à part le blocage politique, aujourd'hui, tout l'administration... Idéologique, je m'autorise. Idéologique. L'administration, toutes les associations, tous ceux qui travaillent... Tout le monde est d'accord sur ce sujet. Extrêmement convaincus. Je veux dire, il n'y a même plus débat aujourd'hui là-dessus. Mais Pierre Guillet, Dany, Jésus, entrepreneur chrétien, c'est intéressant. Enfin, c'était une sorte de clin d'œil. Je crois que c'est un article du Monde qui révèle, qui fait ce petit jeu de mots avec Jésus. Au-delà de l'anecdote. Oui, c'est parce que je m'appelle Pierre. Pierre, exactement. Voilà, c'était vraiment, vous avez trouvé votre vocation, Pierre. C'était bien trouvé. Je cherche un Jésus à Poissy. Concrètement, ces détenus, c'était des longues peines, Dany et les deux. Est-ce qu'ils ont, à travers le travail qu'ils ont accompli et la technique qu'ils ont acquise, est-ce qu'ils ont un espoir comme ça de l'après? Ou est-ce qu'ils sont dans l'idée que de toute façon, ils termineront leur jour parce que l'histoire de Dany, il en a fait un livre que j'ai lu d'ailleurs. Bon, c'est vrai que c'est une course folle et incroyable vie qu'a bossé, de rebond, de possibilité de revenir dans la vraie vie et puis finalement de chute. C'est un type bien, j'ai presque envie de dire. Oui, il assume tout, Dany, dans son livre. Complètement. C'est difficile de se projeter. Et je pense que dans ma situation, je m'attache à leur donner un environnement favorable. Et après, j'espère, et la directrice de la prison m'en avait parlé, j'espère que progressivement, on arrive à gommer des sautes d'humeur que ces 20 ans d'incarcération ont pu... Qui cabossent violemment aussi. Exactement. Donc, c'est quoi son espoir? C'est de continuer à travailler chez vous? C'est de continuer à toucher son petit pécule qui n'est pas un salaire? Qu'est-ce que ça lui a redonné comme sens à Dany et à Jésus, de travailler avec vous? Je pense qu'on retrouve de la dignité par le travail. Aujourd'hui, on considère dans beaucoup de pays que le travail n'a plus de sens, qu'il faut donner de l'argent pour pouvoir s'occuper sans forcément travailler, sans forcément participer à la société. Je pense que
en leur redonnant cette dignité par le travail, progressivement, on change leur vie au quotidien. Et donc, peut-être que quand ils sortiront, et je pense qu'ils sortiront un jour, eh bien, ils seront mieux préparés à se réintégrer dans la vie. Se réinsérer, mais se réintégrer dans la vie. C'est quand on a été enfermé pendant 20-25 ans, voire 30 ans, il y a un vrai choc culturel quand on retrouve un environnement. Donc, on quittait le téléphone bakélite, on retrouve. Moi, je n'ai pas de recette miracle. Ce que je sais faire, c'est les occuper intelligemment, utilement. Parce que tout ce qu'ils font sert après à l'économie. Oui, c'est à votre entreprise. Mais Pierre Guillet, qu'est-ce qui a changé chez eux? Avant de donner la parole à Alexandre pour son association, mais qu'est-ce qui a changé? Stabilité. Une attitude plus posée. Au dire de la surveillance de la prison, une stabilité. Ils partent plus en vrille. Ils partent plus en vrille. Donc ça, une stabilité. Après, je pense que même si le pécule est modeste, en fait, c'est un peu comme dans l'apprentissage. Ils ne sont pas là pour faire fortune. Ils sont là. Ils cagnotent un peu, quoi. Ils sont là pour. Voilà. Ils ont quand même. Ça leur permet d'améliorer leur ordinateur. Bah oui, bien sûr. Ils ont souvent des familles, donc ils envoient un peu d'argent des familles. Et puis après, il y a des parties civiles à dédommager. Exact. Donc en fait, quand ils reviennent après dans la vie civile, ils ont des dettes. Et puis, Dany a une fille à qui il a tout donné, à qui il a même offert une école à Londres pour qu'elle ait une réussite. Et elle l'a d'ailleurs, sa réussite. Sa fille a très bien réussi dans la vie, me semble-t-il. Je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Donc pour lui, c'est sa victoire. Avant de nous quitter, Alexandre, vous évoquiez l'éducatif. On parlait d'entreprise, mais vous avez démarré par le bâti, l'éducatif. Lire pour en sortir. Quel message vous allez faire passer? Des bénévoles? Vous cherchez des livres? Vous cherchez des écrivains pour pouvoir raconter leurs livres? Alors, le message, c'est surtout qu'il faut que collectivement, nous changions le regard sur la prison. Comme le disait très justement Pierre, le livre, c'est pas les mots, en fait, c'est ça. C'est qu'il y a une discrimination, une inégalité avec les mots. Moins vous avez de vocabulaire, moins vous avez la chance de pouvoir vous réinsérer dans la société. Plus vous avez de vocabulaire, mieux vous vous défendez, mieux vous vous exprimez. Et donc, le message, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on est là au service, d'une certaine manière, de la société. C'est de dire, voilà, nous faisons fausse route en ayant ce système tout carcéral. Et je ne pense pas être un naïf, je ne pense pas que Pierre non plus le soit. Je pense que réellement, sur le terrain, nous avons démontré que ce que nous faisons à une petite échelle a de vrais impacts. Moi, ceux qui sont dans mon programme, pareil, ils sont beaucoup plus sereins, atmosphère beaucoup plus détendue en prison. Ils ont envie de sortir du tunnel dans lequel ils sont insérés, enfermés. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est positif à tout point de vue. Et donc, je pense que si effectivement il y a un message à faire passer, c'est que il y a au moins, je pense, un tiers des gens qui sont en détention, c'est-à-dire il y a 70 000 personnes, il y en a au moins un tiers qu'on pourrait remettre dans la société et qui seraient là, non pas pour commettre des délits, mais au contraire pour travailler, pour s'épanouir et pour grandir, avoir, comme disait Romain Gary, la vie devant soi. La vie devant soi, ça sera le mot de la fin. Merci d'être venu sur ce plateau. Pas passer le bonjour à Dany, puisque j'ai lu son livre et j'ai beaucoup aimé son histoire qui est à la fois tragique et belle. Merci Pierre Guillet, président d'Esion. Donc ce sont des petits capteurs qui détectent la fumée, notamment dans les parkings. C'est là-dessus que travaillent Dany et Jésus, et président Île-de-France-Ouest des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Merci Alexandre Duval-Stala. Je commence par l'association Lire pour en sortir, parce que c'est aussi un grand engagement. Et vous êtes avocat, professeur à Sciences Po et membre de la CNCDH. Merci à vous deux. Et c'est important d'en parler sur des plateaux de télévision pour peut-être changer le regard. Ça sert à ça, les médias. On termine notre émission par Fenêtre sur l'emploi. Alors là, on change de sujet. On s'intéresse à l'industrie, encore que c'est pas très loin des métiers de l'industrie. C'est un démarrage assez mou que fait l'industrie. On nous parle de la reprise, mais l'industrie a des pénuries. On en parle tout de suite.